Without that ceasefire, Lebanon is at risk of a full-scale war which will be utterly devastating for the country's 1.3 million children, as well, of course, for the region's children. There is a extraordinary deep anxiety prevailing right now in Gaza. My colleagues on the ground are also describing basically a constant state of trauma among the people. L'UNICEF a sonné l'alarme aujourd'hui. Si le conflit continue de s'intensifier, les répercussions sur les enfants seront dévastatrices. Les enfants gazaouis, qui sont parmi les individus les plus vulnérables de la bande de Gaza, vivent au milieu des bombardements incessants depuis près de 7 mois. Alors, comment la guerre est-elle vécue par ces enfants? Ils ont beau survivre, quelles sont les conséquences à long terme sur ces enfants? Et qu'environ 40 % de la population gazaoui a moins de 15 ans, c'est quand même à retenir. Puis c'est un grand... On parle de milliers d'enfants qui sont morts déjà. Deux invités, deux pédopsychiatres, Cécile Rousseau, qui fréquente souvent 24/60, pour notre plus grand plaisir. Merci d'être avec nous ce soir. Et Audrey McMahon, avec laquelle on a pu s'entretenir déjà. Vous avez plusieurs séjours en Cisjordanie auprès de ces patients vulnérables. Bonsoir à vous deux. Cet appel de l'UNICEF aujourd'hui, ce cri d'alarme, comment vous l'accueillez, Audrey McMahon? J'ai aussi peur qu'eux. Je pense qu'on a tous peur en ce moment. C'est déjà dévastateur pour les enfants. Gaza depuis longtemps. Avec cette menace sur Rafah, je pense que tout le monde a très, très peur. Et on sait que nos équipes sur le terrain sont dans un état constant de ne pas savoir ce qui arrive à la seconde. C'est vraiment ce qu'ils nous décrivent. Et même vu d'ici, Cécile Rousseau, il y a des répercussions quand même de ce qui se vit là-bas. Oui, ce qu'il faut voir, c'est que quand on blesse un enfant, on blesse de nombreuses années à venir, on blesse l'avenir et on blesse notre avenir. Alors je pense que ça c'est important de voir que il y a les conséquences maintenant de souffrances terribles pour les familles et les enfants, mais il y a aussi ces conséquences à long terme. Comment ces enfants vont grandir? Qu'est-ce qu'ils vont porter? Comment transporter et transformer les ressentiments en espoir? Et ici, comment est-ce que les enfants des communautés arabes, musulmanes, juives et québécoises, comment ils voient ça, la façon dont on traite ces autres enfants là-bas? Et vous qui êtes en contact avec vos collègues aussi sur le terrain, qu'est-ce qu'on vous rapporte là, comme état de situation chez les enfants? D'abord, ça fait pas longtemps que vous êtes revenus, j'imagine, de toute façon. On a beaucoup de réactions différentes. On a énormément d'enfants en mutisme actuellement, donc qui suite au bombardement, suite à avoir perdu des membres de leur famille, des membres de leur corps aussi, n'arrivent plus à parler. On en a énormément. On a aussi beaucoup d'enfants dont un que je me souviens qui construit des maisons depuis plusieurs semaines. Donc, il prend tout ce qu'il y a autour de lui, puis il construit des maisons. Donc, c'est une façon d'essayer de réparer, mais ça garde actif. Il y a des enfants... Comme des Legos, en fait. Oui. Il prend des Legos, des pierres, puis il construit des maisons. Quel âge il a, cet enfant-là? Il y a 9 ans. Ouais. Oui. Donc, mais les enfants... C'est un signe d'espoir pour lui ou de vouloir... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'expression de ce traumatisme devant la destruction? Je pense que c'est un peu des deux. Il a envie de retrouver sa maison, mais c'est aussi qu'il est dans l'action, il essaie de réparer, il veut en faire quelque chose. Je pense que les enfants à Gaza, ils ont très peur, mais ils sont aussi en colère. Ils ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive à eux. Puis, ce qu'on entend beaucoup chez les adolescents aussi, c'est mais c'est quoi notre avenir? Puis les enfants, c'est l'avenir d'une société, c'est l'avenir d'un peuple. Et... Ce qu'on pourrait penser aussi, c'est que s'il y a tellement de colère et ou de haine dans les populations respectives, même chez les Juifs d'Israël qui sont victimes, ils nourrissent une certaine haine à l'endroit des Palestiniens, tous ceux qui ne veulent pas de paix en deux nations, les deux peuples et tout ça, puis aussi les autres, les Gazaouis victimes vont peut-être nourrir cette haine. Comment les enfants construisent leur résistance, mais leur idée de l'autre, ou même de la paix et de la guerre? Écoutez, on voit ça même à Montréal et au Québec. Je pense que le sentiment d'impuissance nourrit chez les enfants le besoin d'agir. Audrey parlait du besoin de réparer. Quand on agit, est-ce qu'on va réparer ou est-ce qu'on va détruire?
Et je pense que le gros défi, alors là-bas, Audrey pourra en parler, mais certainement ici, c'est est-ce qu'on peut laisser aux jeunes et aux enfants des espaces de parole? Est-ce qu'on a le droit d'être fâché? Est-ce qu'on a le droit de faire quelque chose en évitant la haine? La haine, c'est-à-dire le fait de publiquement agir ou parler pour vouloir totalement détruire l'autre. Parce que ça, effectivement, c'est dangereux, c'est sans fin et il n'y a pas de solution. Mais vous voyez, la ligne entre la colère et la haine, c'est important, c'est une ligne délicate, mais c'est important quand on pense aux jeunes ici, quand on pense aux drapeaux qu'ils veulent amener dans les écoles, à tout ce qui se passe dans notre espace public. Laisser une place pour la colère, une colère qui peut amener vers la réparation, mais dire halte là à la haine. Est-ce que vous voyez déjà un impact de cette guerre ici, chez les enfants? Oh oui, beaucoup. Ah ouais? Alors, on a eu beaucoup d'écoles qui nous ont appelés parce qu'il y avait des tensions, toutes sortes de tensions. Donc, au niveau des communautés arabo-musulmanes, des jeunes qui, se sentant impuissants, ont vraiment l'impression qu'ils sont des traîtres, ils sont lâches, ils ne font pas quelque chose pour aider leurs frères palestiniens. Ah oui. Au niveau des communautés juives, bien sûr, des peurs, des gens qui ne se sentent pas en sécurité, ou quelquefois qui se sentent coupables ou honteux de ce qui se passe en leur nom. Donc on voit, il faut voir que dans toutes les communautés, les choses se déclinent de façon très hétérogène. Et aussi des Québécois qui se sentent soit appelés par la solidarité, soit au contraire un peu sidérés et deviennent plus xénophobes. C'est qui tous ces barbares qui s'entretuent? Donc vous voyez tout un éventail de situations qu'il faut contenir finalement. Et vivre la guerre selon l'âge, est-ce que vous voyez une différence chez un enfant de 3 ans, 4 ans ou un enfant de 9 ans, 10 ans? Comment ils ressentent les traumatismes, ils vivent les traumatismes de la guerre? Leur capacité de comprendre ou d'en faire quelque chose est différente. Mais je dirais que ce qu'on voit en ce moment à Gaza, c'est que tous les enfants comprennent très bien ce qui se passe. Ils n'ont pas le choix, c'est devant eux. On a eu des enfants de 3-4 ans qui nous disent, qui disent à leurs parents mais c'est normal que tu aies peur, maman, parce que on a peur de mourir, puis on essaie de partir parce qu'on essaie d'échapper à la mort. C'est des enfants de 3-4 ans qui disent ça. Donc, je pense que quand on est face à la destruction, à autant d'horreur, on n'a pas le choix de... On comprend, ils comprennent à leur façon, mais ils comprennent beaucoup plus qu'on peut le penser. En zone de guerre, comme vous y étiez, en Cisjordanie, c'est pas la guerre, mais beaucoup de tensions quand même. Hein? Il y a beaucoup, il y a des... on a vu, on a des reportages sur des morts, des attaques. Bon, comment... quelle est la différence entre intervenir en zone de guerre comme ça? Quels moyens vous avez par rapport à intervenir ici auprès d'enfants qui vivent aussi les traumatismes de la guerre? C'est différent parce qu'on est toujours dans l'aigu, en fait. Ouais. Même en Cisjordanie, la tension, elle est vraiment très haute, même avant que je quitte. Les enfants sont dans une peur constante. Puis ça dépend où ils sont en Cisjordanie, mais il faut penser aussi aux enfants qui sont à l'extérieur des grandes villes palestiniennes de la Cisjordanie, qui vivent plus dans les villages, entourés de colonies. La violence des colons actuellement, elle augmente et elle fait très, très peur. Il y a des enfants qui n'osent plus sortir, il y a des enfants qui ont envie de défendre leur terre. Donc on voit vraiment plein de différentes réactions, selon les âges aussi. Mais il y a certainement un grand sentiment d'injustice qui est présent. Oui, qui se passe des parents aux enfants. Vous aimeriez y retourner? Oui. Vous avez déjà passé quoi, 14 mois en Cisjordanie? Oui. Non, j'y retournerai sans hésitation, oui. Vous voyez l'impact de votre travail sur le terrain? Oui, c'est sûr que la situation, elle est énorme. Des fois, ce qu'on fait, on a l'impression que c'est la petite goutte d'eau. Mais ce qui compte le plus, c'est quand nos collègues palestiniens nous disent que ça compte. Et je pense que d'être là, ils se sentent vus, déjà ça. Ils sentent que leur... on m'a dit plusieurs fois, en fait, que notre présence valide leur existence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider sur le terrain? Nous aider? Oui. Je pense en parler de... C'est complexe, on s'entend que c'est complexe, mais parler de la vérité, parler de ce qui se passe, essayer de
de garder les dialogues ouverts. Je pense que c'est vraiment important et c'est compliqué en ce moment. Mais d'essayer de se rallier plutôt que de se diviser. C'est un peu le travail que vous faites, vous, à Montréal, même s'il n'y a pas de bombes qui tombent, là. J'ai l'impression, et je ressens beaucoup d'impuissance par rapport à ce qui se passe là-bas, dans ce que dit Audrey aussi, mais je pense que faire la paix ici, ça ne veut pas forcément dire être d'accord. Hein. Non. Faire la paix, malgré nos différences, être capable, même si on ne s'entend pas respectueusement, de garder cette certaine cohésion sociale et de prendre position par rapport à un conflit, parce qu'on a un pouvoir. Vous savez, la guerre du Vietnam, l'apartheid en Afrique du Sud, les pressions internationales ont été très importantes pour faire arrêter ça. Alors je pense qu'on n'y arrive pas toujours, mais il faut essayer. Mais les enfants ici, s'ils écoutent la télé, voient les protestations. Oui, ils voient, je dirais, et ils savent, parce qu'ils écoutent toutes sortes de canaux, donc ils voient à la fois la guerre, mais aussi la capacité de solidarité. Et bien sûr, ils voient la haine. Et à ce niveau-là, les parents, les éducateurs et nous, comme société, on doit leur donner de l'espoir et dire la paix, c'est sale, c'est mélangé, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Donc, toutes les deux, vous faites énormément de bien à vos petits patients. Hein, est-ce qu'on parle de résilience? C'est le mot que vous employez, mais vous faites beaucoup de bien. Nous font du bien aussi. Oui, ça certainement. En Palestine, on parle de persévérance, de détermination. Audrey McMahon, merci beaucoup. Merci. Bon retour là-bas dès que vous irez. Cécile Rousseau, merci d'être venue sur le plateau. Merci à toutes les deux. Merci. On sent bien votre solidarité, à vous deux en tout cas.